Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. 4e dose, 5e dose, on se disait, c'est un peu retombé. Eh bien, pas du tout, paraît-il, d'après ce qu'on entend. Cas positifs au Covid, augmentation depuis plusieurs semaines. Voilà. Est-ce que c'est quoi? Pourtant, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de truc. Il se rappelle? Eh bien, oui, il se rappelle un autre bon souvenir. Alors, ça, c'est Santé publique France, c'est quand même fiable. En hausse de 26% entre le 13 et le 19 mars, taux d'incidence atteint ainsi 70 cas, attention, pour 100 000 habitants, 78 pour 100 000 ce lundi, etc. Bon, bien loin du seuil d'alerte fixé pour rappel à 250 pour 100 000. Là, on est à 70 pour 100 000, c'est pas la même chose. Et puis, alors, on se demande aussi si l'aboutissement des règles relatives au recours des tests, vous savez, il y a beaucoup moins de tests, avant on en faisait du matin au soir, évidemment, qui dit test, qui dit cas. Mais quand même, le site de l'Université de Genève, repris par le journal Libération, il dit que le taux de reproduction est passé au-dessus de 1 en France. Alors, reprise épidémique ou pas reprise épidémique? Maud Marian, bonjour. Bonjour André Berkov. Approchez-vous du micro, comme ça qu'on vous entende bien. Vous êtes avocat au barreau de Paris et membre du collectif des 300, je rappelle, un collectif de juristes qui œuvre depuis déjà quelque temps pour les libertés dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que ça y est, on parle de 10e vague, on a entendu ça un peu partout. Qu'est vrai ou faux, info ou intox? Intox, André Berkov, ben oui. Je pense qu'on est retombé sur ce vieux poncif qui est de continuer à gouverner par la peur. Donc la peur apparemment a reculé quelque peu, donc on se dit tiens, réutilisons le Covid, c'est un moyen assez facile de refaire peur aux Français, alors que en fait quand on regarde bien de très près ce qui s'est passé depuis, en tout cas fin 2020, début 2021, on est tout à fait informé sur le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hospitalisations. Il y a eu 2,3% d'hospitalisation Covid en 2020, 2,6% en 2021. À l'époque, on était en guerre quand même, il faut le rappeler. Que l'âge moyen des personnes qui sont décédées était de 81 ans, l'âge médian de 84 ans, alors que l'espérance de vie en France est de 82 ans. On sait que les gens qui décédaient à l'époque du premier virus Covid, puisqu'on sait qu'il s'est atténué depuis, on sait que les gens qui décédaient avaient des comorbidités en plus d'être âgés. C'est en tout confirmé. cas, beaucoup n'avaient pas toutes, mais non, pas tous, mais une grande partie, même le CDC américain le confirme. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une population ciblée très clairement. On sait aussi qu'Omicron aujourd'hui, donc ces variants, les sous-variants d'Omicron sont beaucoup moins dangereux. On sait aussi qu'en France, alors même qu'on avait des très beaux moyens de santé publique, on a fermé 100 000 lits en 20 ans dans les hôpitaux, qu'on a continué à enfermer en 2020 et en 2021. Donc on crée, non seulement on crée une fausse épidémie, mais on crée des fausses saturations, puisqu'on multiplie les lits de réa, mais en même temps on ferme d'autres lits en parallèle. On nous fait peur, on crée des fausses saturations également en focalisant tous les malades sur quelques hôpitaux, puisque on sait qu'en France il y a à peu près 1500 hôpitaux. Et en mettant en place le plan Orsan-RED, ils ont décidé que seulement certains hôpitaux, et 38 en fait, pouvaient recevoir des malades de Covid. Voilà. Donc non, mais tout ça c'est pour dire que, vous voyez, toute cette logique dans laquelle on était déjà au début de la crise sanitaire, qui était objectivement plus grave parce qu'on la connaissait pas, parce qu'on avait un virus plus virulent et parce que justement on était nous aussi beaucoup plus facilement impressionnables. On va pas réutiliser les mêmes ressorts, je les souhaite vraiment pas, alors que là on sent quand même qu'il y a cette volonté par derrière de nous inquiéter de nouveau. Et donc quand on dit, mais selon Santé publique France, Maud Marian, quand on dit qu'ils disent contamination augmentée autour des dernières semaines, j'ai dit hausse de 26% 13 et 19 mars, 70 cas pour 100 000 habitants, 78 cas pour 100 000 habitants. Certes, on est loin, je le répète, du seuil d'alerte, mais par exemple, 47 264
14 cas ont été ressentis durant cette semaine, enfin la semaine dernière, contre 37 537 la semaine précédente. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose... Non, mais on va retomber sur les discours que vous avez déjà proposés ou entendus ici avec M. Tubiana, avec Pierre Chaillot, qui vous expliquent le nombre de cas, qu'est-ce que ça veut dire. Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste et je ne suis pas statisticienne, je ne vais pas revenir sur ça. Mais on a pu déterminer effectivement qu'un test positif ne fait pas forcément un cas, et qu'un cas n'est pas forcément symptomatique, et qu'un cas qui n'est pas symptomatique, est-ce que ça reste un malade, est-ce que ça reste quelqu'un de dangereux, enfin, et voilà, on reprend toujours le même narratif par derrière, et en fait ce qui nous importe à nous, en tant que population, c'est d'avoir des éléments objectifs d'appréciation du risque. Or, la mortalité a été très faible. La mortalité du premier virus et encore plus la mortalité actuelle. Alors le nombre de cas devient quasi indifférent si on prend en considération. C'est comme si on comptait le nombre de rhumes, si vous voulez. Alors je ne veux pas banaliser parce qu'il y a encore des gens qui en meurent, c'est pas mon sujet. Mais je pense qu'il faut relativiser. Et ce que n'a jamais fait le gouvernement, ce que n'ont jamais fait les autorités. Lorsque vous relativisez par exemple la mortalité de la plus grosse partie de la crise, vous vous rendez compte que même les 68 000 décès qui sont annoncés par l'Institut national d'études démographiques ne sont même pas forcément en correspondance avec la réalité objective de ce qu'on nous a annoncé comme une hécatombe. Et Pierre Chaillot vous l'a expliqué de manière très précise, en lissant les âges, en faisant des statistiques vraies, on arrive à une mortalité normale pour la population française. Et puis comme Toubiana le disait, on n'a pas fait le rapport, enfin on n'a pas les chiffres entre les vaccinés et les morts. Hein. En plus, il nous manque beaucoup d'éléments d'appréciation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre les choses avec recul et je pense avec calme ce que va sans doute pas nous proposer le gouvernement, parce que c'est à nous aussi maintenant peut-être de s'approprier toute cette histoire qu'on a connue dans notre chair. Quand même. Et surtout qu'un peu partout dans le monde, maintenant, les questions se posent sur un certain nombre de vaccins et autres. Mais justement, d'ailleurs, on en a parlé, vous en avez parlé aussi, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Mais il y a quand même quelques signes d'apaisement, puisque la Haute Autorité de Santé, suivie par le ministre de la Santé, a demandé que les soignants non vaccinés puissent reprendre, effectivement leur travail, ou en tout cas puissent retravailler. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, alors vous, l'avocate que vous êtes, des réactions quand même outrées d'un certain nombre de médecins ou d'urgentistes ou autres qui disaient mais c'est pas possible, on est sidérés, comment? Mais enfin, on a été envoyé au front pour y aller, et puis voilà que le gouvernement nous laisse tomber. Enfin, il y a eu des réactions assez étonnantes. Moi, je ne prends pas parti, mais on dirait qu'ils avaient été personnellement blessés par cela. Non, mais c'est ça. En fait, si vous voulez, je pense que c'était un peu dans la stratégie du gouvernement depuis le début. On nous a dit, soi-disant, que le vaccin avait été une décision scientifique. La première chose qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que non. Puisque si les gens ont des réactions épidermiques, psychologiques, c'est que c'est pas un problème scientifique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a quand même partagé tous les Français entre vaccinés et non vaccinés, et les soignants d'autant plus. Et on a beaucoup insisté depuis à peu près juillet l'année dernière sur la partie éthique. On a complètement abandonné la question de savoir si on transmet, si on protège les gens, etc. On s'est focalisé sur l'éthique. Et aujourd'hui, on vient nous dire, oui, mais finalement, ces gens sont des rebelles. En vérité, c'est ça qu'on sous-entend. Moi, ce que je tiens absolument à dire, ça me paraît l'argument le plus fort, c'est que les personnes qui sont restées en poste et qui, à l'heure actuelle, ont accepté l'obligation vaccinale, ne sont objectivement plus vaccinées depuis au moins une année. Pourquoi ? Parce que le schéma vaccinal de base pour cadrer avec l'obligation, et c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est le gouvernement, j'insiste sur les recommandations de la HAS, c'est 3 doses, c'est-à-dire un seul booster. Or, on sait que le booster n'a d'effet que pour 3 mois, 4 mois. Plus un booster. Voilà, c'est-à-dire le schéma de base, les 2 doses, plus un booster. Donc, un seul rappel. Ce qui veut dire que les gens qui ont eu leur premier appel, qui constitue l'essentiel des personnels soumis à l'obligation vaccinale, très peu ont fait le second. Hein. C'est pas moi qui le dis non plus, c'est les chiffres officiels. C'est-à-dire ces gens-là ne sont plus couverts 3 ou 4 mois après ce booster. Donc si on calcule bien,
septembre 2021. Il est certain que depuis janvier 2022, mars 2022, tout au plus le printemps 2022, les gens n'ont pas fait le second booster. Donc ils ne sont plus vaccinés au sens du droit et non plus au sens de la science. Donc arrêtons de dire tout et n'importe quoi. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que le gouvernement a mis en place une obligation vaccinale en violant les dispositifs légaux internationaux qui protègent l'intégrité du corps humain, puisqu'on sait que Vavrika, si on prend Vavrika, qui est un arrêt d'avril 2021, on sait que le gouvernement a consciemment et délibérément oublié, mis de côté tous les principes qui ont été édictés par la Cour européenne des droits de l'homme pour permettre à un gouvernement de porter atteinte à sa population en lui imposant une vaccination. Les 5 critères ont été... La France n'a pas été le seul. Non, mais bon, qu'on puisse dire. Enfin, c'est pas une raison, hein, je veux dire, vous connaissez l'argument, si on nivelle toujours par le bas, on va pas vers le haut. Donc, moi, je suis désolée, notre gouvernement a fait des choix. D'ailleurs, j'aurais adoré être en face de Monsieur Véran pour avoir ce débat juridique, parce que quand même, on nous parle de responsabilité, on nous parle d'éthique, etc. Mais la première personne qui doit avoir de l'éthique et qui doit être exemplaire, c'est un gouvernement. Un gouvernement qui délibérément va à l'encontre des traités internationaux en imposant une vaccination en méprisant totalement les critères posés par la Cour européenne des droits de l'homme, dont il se sert par ailleurs. Un gouvernement qui va à l'encontre aussi d'un dispositif très protecteur en matière d'essais cliniques. Je sais qu'ici, on a eu déjà le débat chez vous. L'essai clinique, on nous dit oui, mais un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché ne peut pas être un médicament expérimental. Mais c'est ignorer le droit totalement. Notre code, mais tout à fait, notre code de la santé publique est tout à fait clair là-dessus. Il dit bien qu'un médicament, même bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, s'il est utilisé dans le cadre d'une étude ou d'un essai clinique, devient un médicament expérimental. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je voudrais juste rappeler quelque chose. C'était il y a 1 an et demi, au sein de, effectivement, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Je voudrais vous faire entendre, c'est amusant, peut-être amusant entre guillemets, de réentendre le gentiste Patrick Pelloux. Voici ce qu'il disait il y a, 18 mois, 2 ans. Écoutez. La situation est explosive. Hein. Je vais vous dire, je pense qu'on n'est quand même pas à l'abri d'émeutes pour se faire vacciner. Vous imaginez, voilà, la situation est explosive. On voyait des hordes de Français qui arrivaient, vaccinez-moi, ou sinon je casse tout. Intéressant, il n'y a pas si longtemps, hein, tout ça. Et oui, mais la communication a été particulièrement bien faite. On a tu quelque chose qui était écrit dans les rapports tout de suite en décembre 2020. On savait qu'on n'avait pas testé la transmission. Alors, si vous voulez, quand moi, je suis allée... Et quand on l'a su après... Ah non, mais après, quand on l'a su, on a trouvé des raisons. Oui, mais quand même, mais c'est pas grave. Mais bon, enfin, tout le dispositif vaccinal a reposé sur la transmission, sur l'idée, et tout le monde est allé se vacciner pour ne pas transmettre, enfin, pour ne pas attraper et ne pas transmettre. Et puis pour sortir, aller, venir, etc. Évidemment, etc. mais ça va ensemble, et c'est là où il faut se méfier. Je pense que lorsqu'on revient justement sur les fondamentaux, vous posiez la question en amont, 10e vague, info ou intox, moi j'ai envie de dire que c'est une intox aussi parce que ça redonne au gouvernement un certain pouvoir je dirais, d'ingénierie sociale sur les gens. Et on a bien vu, aujourd'hui, on a quelques scandales dans d'autres pays sur le dossier Covid. Je pense que c'est aussi une manière de faire un écran de fumée. Il faut suivre d'ailleurs, Maud Marian, la Chambre des représentants actuellement. Ah oui, elle est passionnante. Ouais. C'est hallucinant. Je veux dire, ce qu'on entend actuellement avec Big Pharma d'un côté, un certain nombre de fonctionnaires. Mais alors, c'est intéressant, c'est que le chef des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a fait une conférence de presse il y a 2 semaines. Et il dit, nous arrivons au point où nous pouvons considérer le Covid-19 de la même manière que nous considérons la grippe saisonnière, à savoir une menace pour la santé, un virus qui continuera à tuer, la grippe tuée aussi, mais un virus qui ne perturbe pas notre société ou nos systèmes hospitaliers. C'est quand même assez formidable. L'OMS, le chef des programmes d'urgence de l'OMS. J'enchaîne sur ce que vous dites, parce qu'il y a eu d'autres éléments là récents de l'OMS. Ils abandonnent, ils déconseillent de vacciner les personnes jeunes et ils ne conseillent pas de vacciner les personnes en bonne santé. Donc ça veut dire, on est quand même là, clairement, on le dit depuis le début, c'est une maladie qui touche les personnes âgées et principalement les personnes, et
éventuellement les personnes âgées avec des comorbidités ou les personnes même jeunes mais avec des comorbidités importantes. On sait très bien à qui on a affaire et on sait aujourd'hui aussi, même si on continue évidemment à le taire en France, qu'il y a des molécules qui fonctionnent très très bien on le voit partout. Mais et juste un mot, est-ce qu'à votre avis, alors ce narratif dixième vague et compagnie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Puisque effectivement aujourd'hui les preuves s'amoncellent, en tout cas au moins de douter. Le doute et puis ce que dit l'OMS par rapport à la vaccination des jeunes, par rapport à la grippe. La grippe a toujours tué 14 000 morts en France, pratiquement un chiffre moyen chaque année. Donc c'est quoi? C'est toujours le management par la peur, la stratégie de la peur? Oui, alors à mon avis, moi je suis pas du domaine, mais c'est vrai que l'impression que j'ai en tant que citoyenne, c'est que le management par la peur, c'est un moyen bien pratique de ne pas répondre à des questions de société qui se posent. Et actuellement, Dieu sait que la France est secouée par beaucoup de choses. C'est peut-être aussi un moyen de mettre encore un petit peu sous le tapis tous les dossiers Covid, parce que Dieu sait qu'on a des dossiers. Vous parliez de la Chambre des représentants. Il y a beaucoup de choses à redire sur le Covid, donc on n'y serait pas encore autorisé s'il y a vraiment une nouvelle menace. Et je pense que tout ça participe de la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, pour gouverner, on va faire de l'ingénierie sociale et éviter de regarder les choses en face. Donc vous, avec les 300, vous allez suivre tout ça. Évidemment. Et éventuellement, s'il y a appel ou procès, vous allez continuer. On continuera jusqu'au bout et on lâchera rien. On lâchera rien jusqu'à ce que la lumière soit faite sur tous les aspects. Et comme je disais encore il y a quelques jours avec les confrères, ce qui nous a le plus choqué ces 3 dernières années, c'est qu'on n'a même plus le droit de se tromper. Et ça, c'est vraiment un problème. Oui, ça c'est vrai. Et la science, d'abord le droit à l'erreur, et je dirais le premier chapitre de la science, tous les scientifiques vous le disent. Merci Maud Marian, et on vous suit en tout cas, et on suivra avec vous les développements de tout cela. Voilà. Merci André Marco. Et la 10e vague, eh bien écoutez, on verra bien.